Bonjour à tous et excellente année 2024, meilleurs vœux à tous. Je suis en compagnie ici de Geneviève, qui est ma relectrice pour le livre que beaucoup d'entre vous ont lu, qui s'appelle Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. On a déjà fait une vidéo, Geneviève, il y a un an quasiment, pour annoncer la sortie du livre. Et là, on est le 3 janvier, c'est la sortie officielle du livre de poche et réactualisé en 2023, donc qui s'appelle Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, fin 2023. Et c'est encore Geneviève qui a fait la relecture globale et la correction de ce livre. Je pense que Geneviève l'a lu plus de fois que moi, mon propre livre. C'est aussi la Sainte Geneviève, Oui. donc bonne fête Geneviève, que je voulais déjà vous remercier tous pour qui avait fait le succès de ce premier livre. On a été best-seller pendant un paquet de semaines. Donc c'est un des livres sur le Covid qui s'est le plus vendu. Et là, pour ce nouveau livre de poche, j'ai rencontré beaucoup de gens dans les conférences qui m'ont dit les parties qu'ils avaient le plus aimé, le moins aimé. Le nombre de graphiques était peut-être un peu trop élevé, donc on a fait un gros effort de condensation. On a condensé une bonne partie du bouquin, on a enlevé beaucoup de graphiques, ceux qui étaient les moins accessibles, de façon à en garder au maximum ce qui était le plus clair, ce que les gens ont plus lu. On a tout réactualisé, tous les chiffres, et puis il y a aussi 2 chapitres supplémentaires sur les données anglaises, et puis notamment sur les naissances, qui n'étaient pas dans le premier livre parce qu'on n'avait pas assez de recul sur les données. Donc on voyait rien, alors que maintenant on voit quand même les choses beaucoup plus nettement. Et aussi le livre, l'important de faire un livre de poche, c'était aussi qu'il soit accessible à un maximum de bourses. Donc là, il coûte moins de 10 €, ce qui permet que ce soit beaucoup plus raisonnable pour l'offrir, en avoir un aussi quand on a un budget un peu plus petit. C'était une de mes conditions avec l'éditeur pour que le livre puisse sortir en poche, et c'est aussi pour ça que je l'ai beaucoup condensé de façon à ce que ça tienne. Voilà. Je peux dire que pour résumer le premier livre, c'était quand même difficile parce que le premier livre était déjà concis. On avait fait quand même cet effort-là. Et j'avais l'impression de travailler à l'os, quoi. On pouvait pas des fois résumer tant que ça. Mais le fait qu'on ait supprimé quelques parties et des graphiques, on a réussi, et à faire de la place pour du neuf. Dans le neuf, il y a aussi des données de mortalité supplémentaires. Et ça, c'est intéressant, et ça m'a aussi quand même posé question, parce qu'avec toute cette crise, je me disais quand même, quand on verra la mortalité, et surtout la mortalité des jeunes, on réalisera quand même qu'il y a eu un problème autour de la vaccination. Et là, on voit la mortalité plus importante, et on a l'impression que officiellement rien n'est réalisé. Ce que j'ai trouvé vraiment important, c'est que c'est un livre à la fois sérieux, documenté, comme le premier, et citoyen, fait par un citoyen qui est comme moi. On a vraiment l'envie de chercher la vérité, d'essayer de voir clair. Qu'on continue d'essayer de publier, de discuter, un petit livre de poche supplémentaire pour tenter d'ouvrir le débat avec des personnes qui sont pas forcément convaincues, mais qui seraient prêtes juste à faire l'effort de lire, de discuter, etc. Voilà, c'est une petite pierre supplémentaire qu'on essaye de poser. Tiens, d'ailleurs, si on parlait un petit peu de l'accueil du précédent livre. Donc pour ceux qui ont suivi un peu la saga, on a été best-seller, mais on peut pas dire qu'on a eu un soutien exceptionnel de la part des grands médias. On a d'abord été copieusement ignoré de la part de tous les médias. J'ai eu un passage sur CNews, j'ai eu un passage sur Sud Radio, Radio Courtoisie. Voilà, des médias comme ça, mais sur les grands, il n'y a rien eu. C'était vraiment un silence total, c'est d'ailleurs assez intéressant. T'as pas eu un passage pour critiquer C'est arrivé dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps. En fait, c'est le livre d'Alexandre Orion-Côte qui est sorti le 8 mars 2023, qui est pour le coup avec une force de frappe de son éditeur qui a décidé plutôt d'inonder le marché, et donc Albin Michel. Albin Michel. Donc avec 60 000 éditions, un bouquin d'un coup, voilà. Nous, c'est pas du tout même ordre de grandeur initialement, mais donc ce qui a forcé les médias à réagir. Donc c'est là qu'ils se sont les médias comme Le Parisien, Le Monde, Libé, se sont sentis obligés d'apporter une réaction, et donc c'est là qu'ils ont lancé une campagne en n'invitant jamais Alexandra Orion-Côte à s'exprimer, mais en s'exprimant contre elle, voilà,
en défonçant le livre. Et du coup, moi, je me suis retrouvé en peloton derrière. C'est-à-dire que j'apparaissais aussi dans le bouquin apparaissait aussi dans ces articles. Et c'est comme ça, finalement, qu'il a été connu du grand public. Un petit peu critiqué. Voilà, de par ses critiques, mais qui ne sont arrivées que par le livre d'Alexandre Rianco, vu que la stratégie concernant voilà, le livre initial, c'était plutôt de l'ignorer totalement. Bon, un dernier petit point aussi je remercie tous ceux qui sont venus à mes conférences, donc j'en ai fait, je sais pas, entre 30 et 40, quelque chose comme ça dans l'année écoulée. Donc il y avait en moyenne plus d'une centaine de personnes à chaque fois, ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde. Donc ça, c'était vraiment aussi une belle réussite et c'était vraiment des moments privilégiés. D'ailleurs, Ouais. t'en as vu une, Geneviève? J'en ai vu 2, je crois. T'en as vu 2 même? Deux, et j'ai bien apprécié parce que tu es très très à l'aise et tu as beaucoup d'humour et tu maîtrises ton sujet, tu sais le faire passer. Et pour te soulager, il y a une association proche de chez nous qui m'a demandé de présenter ton livre là bientôt en janvier. Et donc j'ai dit oui. Et ce sera la première fois que moi je le présenterai. Et bon, je serai sûrement moins à l'aise et j'espère que je serai quand même autant aussi clair que toi. Voilà, c'est ça que j'espère. Mais voilà, chapeau pour tes conférences parce que je pense que les gens en ressortent non seulement éclairés, instruits de données essentielles, mais en plus contents d'avoir passé un bon moment avec toi. En tout cas, c'est sûr qu'on passe, en tout cas moi je passe un bon moment avec les gens, c'est vraiment des moments privilégiés. Il n'y a pas que des gens qui sont d'accord avec ce que je raconte dans les assemblées. Ça m'est même arrivé, il y a une fois, une personne, c'est un médecin je crois, qui a eu même le courage de prendre la parole et qui est venu avec un texte très bien argumenté, avec des chiffres, etc. Et ça m'a permis de lui répondre en direct et c'était assez intéressant. Ça s'est passé de manière extrêmement courtoise. Et donc ça c'est vraiment ça c'est de la qualité du débat quand en plus on a une personne qui arrive et qui a préparé un argumentaire, voilà, donc en plus qui écoute la conférence de manière extrêmement courtoise et qui au moment des questions il intervient à la fin au micro, il déroule son truc et puis qui me permet de répondre et on discute. C'était vraiment nickel. Et c'est presque dommage que ça n'arrive pas plus et qu'il n'y ait pas des gens qui se disent, voilà, plutôt que vociférer sur les réseaux sociaux, à donner des noms d'oiseaux et puis à raconter n'importe quoi, venir dans un espace comme ça, un espace de conférence qui est ouvert au public, c'est pas fermé, hein, il n'y a pas de contrôle sur les gens au début. Il y a la plupart des conférences que j'ai faites, il y en a beaucoup qui en tout cas qui étaient gratuites quand les salles pouvaient être mises à disposition par des mairies. Du coup là l'entrée est gratuite et puis ensuite les gens peuvent soutenir l'association qui reçoit tout bêtement avec un chapeau tout ça. Donc même dans ces cas-là, venez, profitez-en et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez l'exprimer. Du moment que ça se fait en bonne intelligence, puis entre personnes et en restant courtois, il n'y a aucun problème. Et même ça fait avancer le débat, quoi. Et surtout que tu dis beaucoup dans ton livre que c'est un livre pour ouvrir le débat. Tu mets à disposition tes chiffres, tes formules de calcul, etc. Et donc, c'est ce que tu cherches, c'est qu'on parle, on discute, mais de façon correcte, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, et normalement aussi, un débat, ça se fait à plusieurs. Donc, tous ceux qui se sont permis de faire des vidéos ou des articles sur mon bouquin et sans m'inviter, en me donnant pas la parole, voilà, c'est quand même une manière assez intéressante d'envisager le débat. Bref, quelque chose vraiment d'important. Comme on l'a dit, il n'y a pas de publicité sur le livre qui est fait de la part des grands médias. Ça s'est fait par des petits médias, des médias annexes, tout ça. Et donc, pour que le livre puisse être visible chez les libraires, quand vous achetez chez un libraire, surtout un libraire internet, comme beaucoup l'ont fait, vous mettez un commentaire, vous mettez les nombres d'étoiles que vous voulez. Plus il y en a, mieux ça aide le livre. Mais surtout, vous mettez un commentaire. Et ne croyez pas que ceux de la partie d'en face ne feront rien. On a des gens qui, sur les sites, notamment par exemple sur Amazon, pour pas le citer, c'est pas obligé d'acheter un article pour écrire un commentaire. Et donc, il y en a qui se permettent de le faire, c'est-à-dire qu'ils vont décrédibiliser les livres de leurs opposants en disant que c'est pourri sans les avoir lus. Et donc notre seule arme c'est de rendre public ce qu'on a apprécié ou ce qu'on n'a pas apprécié, et donc surtout mettez des commentaires, soutenez les personnes que vous souhaitez soutenir au moins de cette manière-là. Ça coûte rien, ça coûte quelques secondes.
Donc surtout, pensez à le faire. Et puis, allez voir sur le site de la Fnac ou même sur certains libraires, voilà, les livres qui sont voilà coup de cœur des libraires. Donc vous avez voilà, des gens qui passent à la télé, Rudy Reichstein, etc. Amusez-vous à regarder ensuite derrière les commentaires des gens qui les ont lus pour voir ce qu'en pensent vraiment les vrais lecteurs. C'est très intéressant. Voilà, donc voilà, vous voyez le nombre d'étoiles et vous voyez les gens ce qu'ils racontent de ce qu'ils ont lu. Donc vous voyez bien qu'entre la promotion qui est faite sur le site et ce que vraiment les gens ont pensé du bouquin, il y a un monde, voilà, il y a une question politique, ce qui déconstruit d'ailleurs les discours. En général, les gens sont motivés quand ils mettent un commentaire, dans un sens ou dans un autre. Ah oui, on lit des choses pas piquer des verres. Et du coup, contrairement à ce que disent les tristes cires du type Tristan Mendès France qui disent que la Fnac font la promotion des livres complotistes, covidistes, regardez la qualité des commentaires d'un côté par rapport à ce que eux ont écrit de leur côté et ce que les gens ont trouvé de la qualité de leurs écrits, vous comprendrez que non, il n'y a pas d'algorithme à monter, juste voilà, un algorithme qui met en avant ce que les gens préfèrent, ça suffit. Pour finir peut-être sur les questions qui nous ont été posées, on a une personne qui nous a demandé du côté des effets indésirables, qu'on dit voilà, qu'est-ce qu'on fait à des gens qui nous disent on voit pas d'effets indésirables dans la population, donc vous racontez des carabistouilles. Donc au niveau individuel, on connaît des tas de gens qui se sont fait vacciner et qui vont très bien. Donc il n'y a pas l'idée, en tout cas ni dans le livre ni dans nos analyses, on ne dit que un vaccin ça rend malade de manière systématique. C'est pas ça ce qu'on raconte, c'est pas ça les résultats. Donc nous on analyse voilà des synchronisations entre ce que l'on voit dans la mortalité, on aurait même pu faire dans les hospitalisations et les campagnes de vaccination. On regarde les effets indésirables qui sont remontés à la pharmacovigilance et qui sont reconnus. C'est-à-dire qu'il y a des effets indésirables qui sont reconnus par les agences de santé au travers le monde aujourd'hui. Et donc, juste, on commence ces choses-là et on le dit. Et donc, on peut tout à fait connaître tout un tas de gens pour qui la vaccination, ça s'est très bien passé. Et encore heureux. Il n'y a pas de problème avec ça. En revanche, il faut pas oublier quelque chose, c'est que les gens, même quand ils sont malades, même de manière légère suite à une vaccination, ne font pas forcément le lien. C'est même reconnu par l'industrie pharmaceutique et il n'y a pas 10% des gens qui vont faire une déclaration d'effet indésirable après avoir été malade. Et même quand on pose la question aux gens, avez-vous eu un effet indésirable? On le remarque sur des sondages, ils disent non, on n'a pas eu d'effet indésirable. Et si on creuse un peu, si on leur dit juste, est-ce que vous n'avez pas eu de la fièvre après le vaccin? Ils disent oui. Donc, même si vous connaissez des gens qui vous disent tous, on n'a pas été malade à cause du vaccin, mais sur ce qu'ils appellent les effets indésirables courants ou classiques, ils les ont eus, mais ils vont pas forcément faire le lien. Et ils vont pas accuser le vaccin de les avoir rendus malades, parce que ça se fait pas. Voilà. C'est un effet normal. C'est un effet normal, et puis la vaccination, c'est sûr et efficace, on l'a dans la tête. Et donc, surtout, on va pas mettre en mal le vaccin, parce que c'est sûr et efficace, et on veut surtout pas être taxé de complotiste ou d'antivax, etc. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que en termes de relations d'effets indésirables, c'est que quand on a des gens qui se plaignent d'effets indésirables, c'est nié par tout le monde, même par les instances. Regardez ce qui s'est passé avec Où est mon cycle, qui est l'association que j'ai défendue avec le premier livre où je reverse tous mes droits au collectif Où est mon cycle. Il y a eu d'abord la négation, c'est-à-dire que les autorités, même les journaux, les ont taxés d'antivax complotistes parce qu'il n'y avait pas d'effet indésirable sur les menstruations. D'ailleurs, ils taxaient d'antivax des femmes vaccinées qui avaient des problèmes. C'était assez effroyable. Mais bref, du coup, tout ça a été nié pendant des mois, jusqu'à ce que finalement, ça finisse par être reconnu, parce que Où est mon cycle a fait déposer avec une avocate, je crois que c'est Diane Prota, sur le bureau de l'OPEST, 500 témoignages avec CERFA de femmes qui avaient plus de règles, ou bien des règles qui étaient revenues, alors qu'elles étaient ménopausées suite à la vaccination. Et là, du coup, on a eu un changement de discours. On a dit, oui, bon, d'accord, en fait, on a reconnu l'effet indésirable, mais c'était des mois après. Or, même si vous regardez comment fonctionne la pharmacovigilance et sur le doute qu'ils mettent sur les effets indésirables qui sont déclarés 6 mois après l'événement vaccinal, ils vont considérer que c'est pas sûr. Donc pendant les premiers mois, on nie l'existence de l'effet indésirable, ce qui fait que tout le monde se tait et tout le monde a peur de parler parce qu'ils se disent oui, non, c'est nié, donc ce qui m'arrive c'est le hasard. Quand finalement c'est reconnu par les autorités, c'est le moment où de toute façon on va plus reconnaître le fait que les gens ont vraiment eu l'effet indésirable, puisqu'on dit maintenant c'est trop tard, ça fait plus de 6 mois que ça vous est arrivé, donc
Donc on va pour les nouvelles déclarations. Oui, ou même déclarer aujourd'hui quelque chose qui est arrivé 6 mois avant, on va mettre le doute. Donc en fait, tout le système de négation et le fait de pas reconnaître les effets indésirables, au moins pendant le premier temps, les minimise. Ça minimise et ça protège les produits. Et tout ça, c'est vraiment très connu. La sous-déclaration et puis le fait que les gens se déclarent pas et puis que c'est nié par les autorités. Ensuite, on a une question sur la propagation. C'est ton domaine. C'est une partie de mon livre que j'ai travaillé. Il y a aussi Eusèbe Briochet qui a écrit un livre aussi très bien sur le Covid qui s'appelle Guerre ouverte contre les peuples, dont vous pouvez voir une vidéo sur ma chaîne. Donc on a beaucoup travaillé sur cette histoire de propagation et en effet, ce que l'on dit, c'est que si on prend les statistiques de mortalité, on ne voit aucun effet de propagation géographique. Donc ça, je le maintiens. Il est impossible de dire autre chose. Vous ne voyez pas quelque chose qui se répand de manière géographique. Je vais probablement prochainement réécrire un article sur le sujet pour essayer de reclarifier ce point-là, puisque ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes aux propriétés de ce qui est dit comme étant notamment les virus hivernaux ou les maladies type infectieuses qui se propagent. Comment elles arrivent. Exactement. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui existe, mais vous savez, en mathématiques, on donne des définitions, et puis derrière, on pose des hypothèses, si vous voulez, de travail, et puis ensuite, il en découle certaines propriétés. Voilà. Et en l'occurrence, sur ce sujet-là, on ne peut pas savoir ce qui se passe au niveau microscopique sur la totalité des humains, mais en revanche, si on considère que les propriétés, de la maladie virale, c'est de se répandre, et puis ensuite, au bout d'un moment, de créer des maladies et des morts, eh bien, ça ne se vérifie pas. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, nous, ce qu'on peut mesurer, c'est la propriété c'est-à-dire qu'il y a des morts qui se répondraient de point de vue géographique, qui est une propriété de tout le déroulé des hypothèses initiales. Cette propriété-là est fausse. Ça veut dire que dans les hypothèses initiales, il y a quelque chose de faux. C'est juste ça qu'on mesure. Donc, il faut assumer le fait que dans le raisonnement général, il y a quelque part où il y a une faille et où ça ne va pas du tout. Donc, on peut soit essayer de mettre des bouts de sparadrap sur certains, comme certains le font, en disant oui, mais c'est parce que pour telle ou telle raison. Mais ça, c'est du sparadrap. En théorie, ça démolit la thèse initiale, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut retravailler et revoir ces hypothèses complètement. C'est la seule chose qu'on dit. Il y a aussi une personne qui m'a dit sur l'existence du Covid, tout ça, ce que vous racontez, juste le fait qu'il n'y ait pas de propagation, et là vous en arrivez dans les conclusions de votre livre, ça colle pas parce que moi j'ai eu 2 Covid longs. Bon, alors, c'est la première personne que je vois qui a eu 2 Covid longs. Je vais juste reprendre pour clarifier ce qui a été dit. La définition de Covid, normalement, Covid, c'est coronavirus disease, donc normalement c'est une maladie. Voilà. Donc, on devrait définir une maladie avec des critères précis qui nous permettent d'identifier quelque chose qu'on appellerait Covid. Eh bien, il n'y a pas de critères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ensemble de symptômes spécifiques qui permettent de dire toi tu as le Covid, toi tu as la grippe. Ou alors il y en a, mais la liste est très très large de tous les symptômes Covid possibles. Et on peut piocher ce qu'on veut dedans. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas des cases à cocher, on prend ce qu'on veut, même des nausées, des nausées c'est nausées Covid. Et puis derrière, la plupart du temps, c'était une déclaration à l'hôpital, même sans test, qui a fait office de Covid. C'est-à-dire que vous rentrez, et puis quelqu'un vous inscrit en Covid, et puis vous êtes Covid. C'est ce qui est arrivé notamment au début où il n'y avait pas de test généralisé. Et puis après, ça a été le test généralisé qui a fait les statistiques Covid, ce qui fait que les gens ont été déclarés Covid. Et ben du coup, ce qu'on a montré dans le livre, c'est qu'il n'y a pas de lien entre test et maladie. Donc quand vous êtes malade avec des gens qui vous déclaraient Covid, dans la majorité des cas, vous avez un test négatif. Et quand vous êtes en parfaite santé, enfin plutôt quand vous avez un test positif, dans la majorité des cas, vous êtes en parfaite santé. Donc il n'y a pas de lien entre le résultat de test. Donc on a un vrai problème qui a été de confondre un test et une maladie, et c'est du n'importe quoi. Et pour les Covid longs, c'est encore pire parce que ça veut dire qu'on vous a fait un test, on vous a déclaré Covid à une époque, ou même pas, mais ensuite, des mois plus tard, vous avez quelque chose de chronique, ce qu'on appelle une maladie chronique, quelle qu'elle soit, ou des traces d'une maladie ou un autre problème. Et puis, même sans test positif, on va dire, c'est quand même des suites du Covid précédent qu'on n'a pas défini correctement. Et donc ça s'appelle un Covid long. C'est ça la statistique Covid long. Et ce qui est rigolo, c'est que tous les gens qui m'ont parlé des Covid longs, ils ont tous des symptômes ou des trucs différents, et ils me disent tous, mais ce que j'ai, c'est spécifique au Covid long. Alors pareil, tout est spécifique au Covid long. Moi, pour l'instant, comme il n'y a pas de définition non plus de ce qu'est un Covid long en termes de symptômes, on peut mettre n'importe quoi. Donc c'est la suite logique du n'importe quoi de classification. C'est juste une classification. Il y a quelqu'un ensuite qui dit qu'il faudrait faire de la sérologie et du calcul de D-dimer chez tous les vaccinés pour savoir s'il se passe quelque chose.
Je vais mettre une nuance tout de suite, bah, il faudrait le faire chez tout le monde, hein, parce que si on trouve des choses spécifiques sur les dédimères, sur la sérologie, sur les vaccinés, il faudrait juste voir s'il n'y a pas exactement la même chose chez les non-vaccinés. Un certain nombre d'études qui ont été lancées pour prouver des choses chez les vaccinés et qui ont eu une conclusion que je trouve assez osée, c'est-à-dire que quand ils ont trouvé la même chose chez les non-vaccinés, ils en ont déduit que c'était à cause du shading, ou c'était de la faute des vaccinés si on trouvait la même chose chez les non-vaccinés. Voilà. Moi, ça me satisfait pas du tout comme façon de penser. Il est fort probable que quand on cherche quelque chose, on le trouve, et il faut pas faire l'erreur, par exemple, si on trouve quelque chose chez les vaccinés, d'accuser le vaccin si on trouve la même chose derrière chez les non-vaccinés. Il faut vraiment qu'il y ait une différence significative et qu'on sache distinguer les deux, hein, très, très clairement. Tout le travail qui a été fait sur cette chaîne, le livre relu par Geneviève, ça a été aussi pour dire aux gens arrêtez d'avoir peur de tout et n'importe quoi. Et ce qui a déclenché la crise, c'est quand même d'avoir la trouille. Et c'est qu'on a réussi à faire peur aux gens. Et donc, vouloir lancer des études sur des gens qui sont en bonne santé, même qu'ils soient vaccinés ou pas d'ailleurs, pour ensuite leur faire peur avec des résultats de prise de sang, je pense que c'est une mauvaise idée, très très clairement. D'ailleurs, ça va faire le lien avec la question suivante. Sur les asymptomatiques, où il y a des gens qui me disent qu'on peut être, que c'est pas vrai, qu'on peut être malade asymptomatique, bien, je dis que non, hein, qu'il faut cesser de faire peur aux gens avec des tests dans tous les sens pour leur trouver des maladies quand ils sont en bonne santé. Et là, le fait d'être asymptomatique, malade asymptomatique, on me parle d'hypoxie heureuse, j'aimerais bien que les gens lisent en totalité les études scientifiques qui sont faites, et que quand on a une étude scientifique qui prétend soigner les gens avec un produit, mais sans s'intéresser aux symptômes des gens qui rentrent dans l'étude, c'est-à-dire que quand on fait une étude à grande échelle en distribuant un produit, mais que l'écrasante majorité des gens de l'étude sont en parfaite santé, c'est normal d'avoir au bout des gens qui sont toujours en bonne santé. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc, c'est pas en faisant des tests à tire-larigot sur des gens en bonne santé, en les déclarant malades et en leur filant un produit en disant, bah voilà, vous étiez pas malade et maintenant, grâce à moi, vous allez beaucoup mieux, qu'on va convaincre quoi que ce soit de grand-chose. Donc, le fait de dire qu'il y a des malades asymptomatiques, c'est un énorme problème médical. La médecine n'a pas à s'intéresser aux gens en bonne santé. À la rigueur, leur donner des conseils de faire un peu de sport, de manger correctement, de sortir, de voir du monde, ça c'est très bien, mais de donner des produits, je pense que là on dépasse complètement le cadre médical. Et puis la dernière question que j'ai vue, quelqu'un m'a demandé pourquoi Thomas Durand est aussi méchant. Je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'il soit méchant. Bon, ce qui est certain, c'est que il vit, en tout cas, Alors, il m'accuse moi de faire du fric qui pour l'instant n'est pas gagné un rond ni sur le livre initial, ni sur il n'y a pas de publicité sur cette chaîne d'aucune sorte. Donc sur toute cette période-là, moi j'ai pas gagné de fric, alors que lui c'est quand même son fonds de commerce. Donc ça c'est très intéressant. Donc il est payé quand même pour dire ce qu'il dit, que ce soit de la part même de ses auditeurs, quoi. De toute façon, il a intérêt de raconter ce qui plaît. Et puis, mais je crois qu'en fait, il pense ce qu'il dit. De toute façon, ce garçon, le fait de tout le temps aller décrédibiliser ce qu'il appelle les médecines alternatives ou la fausse science, je pense qu'il y croit profondément. Ça lui coûte rien. Parce qu'en restant dans la doxa, il est sûr de ne pas se faire attaquer par ceux qui se prennent pour les vrais scientifiques. Et puis, il s'attaque toujours à plus petit que lui, c'est-à-dire qu'il se cache derrière les grandes institutions, tout ça, qui défendent la vraie science pour aller faire son Rambo des bacs à sable, quoi. Donc, en fait, c'est un peu comme si il se cachait derrière la maîtresse pour faire son caïd dans une école maternelle. Je pense qu'il en est là. Donc voilà, il est encensé pour ça par le système, par des gens qui n'ont pas envie de réfléchir plus que ça, et puis voilà, ce qui fait qu'il est tout le temps promu dans son monde avec ses idées, et puis voilà, finalement je suis pas sûr qu'il y ait la vraie méchanceté derrière, plutôt que voilà un type qui croit vraiment faire le bien. Bon, on dira l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et peut-être ce qu'il pense est partagé par beaucoup moins de monde qu'on pense. Il y a peut-être pas tant de gens que ça qui adhèrent à sa façon de voir les choses. Hein. Et ils ont tout ce monde-là a un espèce de vernis qui tient parce que c'est soutenu par des instances importantes et les médias importants. Mais derrière, qui croit vraiment à ce qu'ils disent, peut-être qu'il n'y a pas tant de gens que ça. On ne sait pas. Oui, mais c'est le principe de l'expérience de H, toujours de faire croire que la majorité pense quelque chose qui permet d'attraper le ventre mou. Mais ça se voit encore une fois sur les nombres de bouquins achetés, lus,
commenter, sur les commentaires qui sont faits sous les vidéos et sur les réseaux sociaux, voilà, ou même quand ils s'expriment et que derrière il y a des gens qui les contredisent. J'ai fait une vidéo où j'ai essayé d'expliquer ça aux gens, le principe des ratios, c'est-à-dire on voit bien que les gens ensuite qui disent qu'ils sont pas d'accord avec eux sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus avec des commentaires beaucoup plus appréciés que les autres. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre ça, c'est-à-dire que le système qui est soutenu par l'État, par le gouvernement, par le système lui-même, il donne l'impression d'être majoritaire, c'est bien ce que tu dis, alors qu'il est très probablement extrêmement minoritaire. Peut-être. Mais... Peut-être. En tout cas, dans les gens qui s'expriment et qui donnent leur avis, oui. qui sont peut-être pas le reflet du ventre mou de la population qui est devant la télé toute la journée, mais sur ceux qui s'expriment vraiment, en tout cas leur pensée n'est pas majoritaire. Ils sont tellement excessifs dans la façon dont ils parlent, ils s'attaquent pas au fond des choses, donc les gens finissent par comprendre que c'est pas très sérieux ce qu'ils disent, quoi. Enfin, il me semble. Tout à fait. Bon, écoute, Geneviève, veux-tu rajouter quelque chose en ce 3 janvier Ah si, je peux rajouter un petit point, c'est que grâce à cette collaboration, je collabore maintenant à la relecture d'un livre qui sortira au mois de mars, un livre collectif auquel tu participes, mais il y a beaucoup d'autres auteurs. C'est les éditions 2001 et ce sera une vue a posteriori sur toute la période qu'on a vécue, mais avec des points de vue divers parce que c'est des acteurs divers. Donc toi comme statisticien, mais il y a aussi Mélodie Ferron pour Où est mon cycle, il y a plusieurs médecins, il y a les sociologues, etc. Et c'est assez riche et donc ça, voilà, et donc ça me fait un travail de correctrice, mais c'est un travail que j'aime bien. Ça fait encore finalement un certain nombre de sorties qui vont parler de cette crise. Il y a des gens qui aimeraient bien tourner la page de cette crise, mais je pense qu'il est essentiel d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Déjà pour pas se faire avoir une nouvelle fois, et puis parce que sur les autres sujets d'actualité où on a des gens qui manipulent la peur, il y a un peu tout dans celle-ci, avec la propagande, voilà, l'utilisation de la peur, l'utilisation des statistiques, la mise en place d'espèces de réseaux de gens qui viennent sur les plateaux pour défendre une idée, les politiques qui font que suivre un mouvement décidé par d'autres instances internationales officielles qui sont en cheville avec des gens qui ont beaucoup, et puis des gens qui ont beaucoup de fric et qui les tiennent pour se faire du pognon. Et quelle que soit la crise, ce schéma-là, il faut bien l'avoir en tête parce que c'est un peu toujours le même. Donc il faut vraiment faire le tour de la question jusqu'au bout. Ben sur ce, encore une fois, bonne année 2024 à tous, et puis au plaisir de vous revoir prochainement sur la chaîne d'Eco Déléco ou ailleurs, peut-être en conférence ou ailleurs. Merci. Au revoir.